Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire « Réglementation et urgence numérique, une difficile équation à résoudre ». Je suis en compagnie de Gilles Darpa, Hélène Sellos et Anthony Peretti qui vont se présenter. Donc, bonjour à tous, Gilles Darpa, je suis le directeur commercial de Rohde & Schwarz Cybersecurity. Bonjour à tous, Hélène Sellos, responsable commerciale, santé auprès des agences et ministères et centres hospitaliers parisiens. Bonjour, Anthony Peretti, commercial en charge de la relation avec les différents centres hospitaliers de France et des institutions telles que les sociétés privées, laboratoires pharmaceutiques. Juste avant de commencer ce webinaire, je vous rappelle que ce webinaire est enregistré. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout au long du webinaire dans la case chat et on y répondra à la fin. Donc à l'ordre du jour, nous verrons en quoi, de par son ADN, Rohde & Schwarz a toujours été très engagé dans le monde de la santé. On verra les enjeux, vos enjeux, qu'ils soient métiers mais aussi réglementaires. Quels canaux vous pouvez emprunter pour vous faire financer et via quel marché vous pouvez acquérir les différentes solutions qui répondent aux enjeux cités précédemment. Enfin, nous répondrons à vos questions qui vont naître au cours de cette présentation. Alors, pour vous parler du contexte, nous assistons à une très forte recrudescence des cyberattaques dans l'écosystème de la santé. Elles ont été multipliées par 6 depuis le début du premier confinement. Ces cyberattaques ciblent tout particulièrement l'écosystème de santé et malheureusement, aucune organisation, qu'elle soit publique ou privée de santé, peut se sentir à l'abri. D'ailleurs, Guillaume Poupard, directeur général de l'ANSSI, a mentionné que des attaques sérieuses et critiques interviennent à présent près d'1 fois par semaine. Et malheureusement, elles font parfois l'actualité. Anthony, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples à ce titre? Oui, merci Hélène. Effectivement, on a constaté depuis le mois de mars 2020 une multiplication par 6 des attaques au global sur le secteur de la santé, notamment avec une multiplication par 10 sur l'applicatif web, sur le secteur de la santé et le secteur public au sens large. Dernièrement, sur le mois d'octobre, sur la fin octobre, on a constaté une augmentation d'effacement des sites institutionnels, des applications web, notamment des acteurs de la santé pour les mises à disposition, notamment des résultats de laboratoire pour les tests Covid. Donc, ce contexte de crise sanitaire a dessiné, si on peut parler de la sorte, une cible dans le dos des acteurs de la santé en termes de cyberattaques. Hélène, peux-tu nous parler des motivations des cyberattaquants? Oui, bien sûr. Alors, concernant les motivations des cyberattaquants, il faut comprendre que l'on a affaire bien souvent à des organisations de cybercriminalité très organisées au niveau international. Leurs motivations peuvent être liées à la revente de données de santé, par exemple sur le dark web, puisqu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, les données de santé sont valorisées même plus cher que les données bancaires. Il y a également un enjeu de cybercriminalité au niveau géopolitique qui peut aussi justifier parfois certaines de ces cyberattaques. Effectivement, et donc la conjoncture actuelle met les acteurs de la santé, donc il s'agit des centres hospitaliers, mais aussi des agences de santé, au devant de la scène. Les mises en conformité sont donc aujourd'hui de plus en plus attendues par les institutions telles que la CNIL ou l'ANSSI. Il faut se pencher sur du coup, dans un premier temps, notre ADN qui aujourd'hui permet de cibler nos clients. Nos clients Rohde & Schwarz, aujourd'hui, plus d'1 tiers sont issus du secteur public, mais aussi de la santé. Ça s'explique notamment par l'intégration de la société Denial qui nous a permis de pouvoir étendre nos clients sur la partie publique et donc qui fait de Rohde & Schwarz Cybersecurity un pure player en sécurité applicative avec plus de 20 ans d'expérience. Pour garder cette proximité avec nos clients, nous gardons notre support et notre R&D à Montpellier, donc travaillons main dans la main, et nos équipes commerciales et avant-vente qui sont en région parisienne. Nos doubles certifications BSI et ANSSI nous donnent une certaine légitimité pour adresser les institutions publiques et soumises aux différentes législations telles que la LPM ou la directive NIS. Hélène, peux-tu nous parler de nos références? Oui, bien sûr. Alors,
effectivement, même si Rohde & Schwarz est présent dans tous les secteurs d'activité aujourd'hui, on est véritablement très engagé dans le secteur de la santé, maintenant depuis plusieurs années, avec une très très forte empreinte dans tout l'écosystème. D'ailleurs, notre directeur a rédigé un livre blanc sur la directive Nice, qui avait été présenté lors des dernières assises 2019. Et aujourd'hui, on accompagne la plupart des organismes de santé. Aussi bien donc des organismes et agences dont on entend d'ailleurs beaucoup parler durant cette crise sanitaire. On est également présent auprès des 2 plus grands groupes hospitaliers français, voilà, et de à peu près toutes les agences, presque toutes les agences de santé françaises. Et on est présent auprès de plus d'une dizaine de CHU qui petit à petit s'équipent à tour de rôle. Et on peut dire que chaque jour, véritablement, donc nos solutions arrêtent des attaques qui apparaissent d'ailleurs dans les reports au niveau monitoring de vos solutions. Est-ce que tu peux nous parler, Anthony, des applications à protéger? Oui, tout à fait. Effectivement, l'applicatif web aujourd'hui est au centre des fuites de données. Il faut savoir que 68% des fuites de données sont issues des vulnérabilités web, selon le rapport Data Breach de Verizon 2019. Donc, si on se penche aujourd'hui sur l'applicatif web des centres hospitaliers, par exemple, on constate en fait que l'ouverture des SI met à disposition des applications web type résultats de laboratoire, résultats d'imagerie, mais aussi la préadmission, les prises de rendez-vous. Cet applicatif aujourd'hui, de par les données qui y transitent, et il y a un réel enjeu de sécurisation de ces applications. D'autres applications aujourd'hui sont nécessaires en termes on va dire de sécurité, qu'il s'agisse de la messagerie, des outils collaboratifs type SharePoint, notamment dans le cadre de la recherche, mais aussi des applications administratives et des applications type DPI qui est de plus en plus publiée sur Internet. On a constaté aussi une importance des web services et des API dans le monde de la santé. Il en est nécessaire donc de sécuriser ces différentes interactions. Hélène, peux-tu nous donner quelques conséquences de cyberattaque? Oui, alors effectivement, on peut voir que l'impact d'une cyberattaque peut être majeur en touchant aux activités parfois cœur de métier de santé, rendant même parfois les établissements en incapacité d'exécuter leur offre de soins et pouvant aller jusqu'à générer une paralysie totale des établissements. Suivant les motivations des cyberattaquants, ça peut aussi se traduire par une exfiltration de données de santé diffusées par exemple sur Internet, revendues sur le dark web ou rendues inaccessible parfois au personnel soignant. Enfin, ce que l'on peut voir, c'est que ça peut également se traduire par un dysfonctionnement et un chaos finalement au niveau des services financiers des établissements. Et ça peut, dans tous les cas de figure, aussi atteindre leur image en tant qu'organisme de santé qui se trouve mise à mal. Et par rapport à cela, il est important de parler justement des API, donc les web services, puisqu'il y a un enjeu important de protection autour de ces web services. En effet, on s'aperçoit aujourd'hui que toutes les interconnexions entre organismes se font par le biais de web services. Cela va concerner aussi bien des échanges, par exemple, entre les hôpitaux et les laboratoires, ou encore avec l'imagerie médicale. Pour un organisme ou une agence de santé, cela peut concerner des liens avec les usagers ou encore les personnels médicaux, avec Amélie, etc. On estime aujourd'hui qu'une part majeure des cyberattaques ont d'ailleurs lieu sur les API. Et donc, fort de ce constat, il s'avère particulièrement important de protéger ces API, donc au même titre que les applications. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de l'hôpital numérique? Oui. Effectivement, depuis plusieurs années, la volonté du monde de la santé est d'ouvrir ces systèmes d'information et de proposer aux soignants et aux patients un certain nombre de services. Donc, il s'agisse du DPI, publié sur le web de plus en plus, la prescription connectée, mais aussi la prise de rendez-vous qui se passe sur le web depuis quelques années. Chaque centre hospitalier a un degré de maturité qui lui est propre, qu'il s'agisse d'un CH, d'un CHU. Il est intéressant de voir son pourcentage d'accomplissement par niveau, donc sur les 5 niveaux qu'on peut voir sur la slide. L'approche hôpital numérique nous mène aujourd'hui à des canaux de financement tels que Open,
qui aujourd'hui met à disposition notamment les financements de la phase de sécurité pour les différents projets. Voyons donc les différents financements et surtout les vecteurs contractuels, qu'il s'agisse donc des différents marchés ou de nos partenaires MSSP. Nous sommes présents sur le marché Uniachat via notre partenaire SFR, mais aussi sur le marché RESA avec Orange Cyberdéfense, sur CAIH via notre partenaire SPI avec des offres intégrées et le service géré par SPI, et l'UGAP sur le marché multi-éditeur avec notre partenaire SCC. Nous proposons aussi du service managé via Claranet, Ecritel, ITS Integra, qui sont hébergeurs de données de santé. Gilles, peux-tu nous parler des enjeux réglementaires? Alors, les enjeux réglementaires sont en fait, il y a beaucoup de changements à l'intérieur. Donc aujourd'hui, le principal impact, c'est le Patriot Act et le Cloud Act. Donc le Patriot Act, ça s'adresse en fait en cas de terrorisme supposé par les États-Unis, alors que le Cloud Act s'adresse en fait en cas de demande judiciaire. Donc c'est beaucoup plus large que le précédent, parce qu'évidemment les actes terroristes sont quand même pas si nombreux que ça. Mais par contre, la partie Cloud Act, là, ça concerne tout ce qui est acte judiciaire, et surtout ce qui est important de souligner, c'est que ces deux lois américaines ont la possibilité d'aller chercher les informations, qu'elles soient sur le territoire américain ou à l'extérieur du territoire américain. C'est-à-dire que même si les informations sont hébergées en France. Et donc ça, ces lois, ces réglementations américaines ont un impact important, en particulier vis-à-vis de la réaction qu'a eu l'Europe, qui est contenue en fait sur diverses lois. Et donc en l'occurrence, le premier, c'est le RGPD, qui est entré en vigueur en France en mai 2018 et qui en gros a pour objectif de protéger la donnée personnelle, dont la donnée de santé fait partie. Il y a aussi la directive NIS, puisque certains hôpitaux sont aujourd'hui concernés et sont considérés comme des organismes essentiels, de sécurité essentielle, et donc ces sociétés-là doivent mettre en œuvre la directive NIS. On va voir de manière très succincte quel est l'impact. Et puis enfin, vous avez aussi l'aspect juridique qui est lié au secret médical, au secret professionnel et partage d'informations qui est étendu à la donnée médico-sociale. Donc, c'est les trois grosses réglementations qui ont pour objectif de protéger la donnée personnelle et qui entrent pour certaines en conflit avec ce que décide de faire, enfin ce qu'a décidé de faire l'État américain avec Patriot Act et Cloud Act. Donc en l'occurrence, il y a eu une nouveauté importante qui est apparue en juillet 2020. La Cour de justice européenne a émis un arrêt qui s'appelle Schrems 2 on dirait de manière commune sur le marché. Et cet arrêt, en fait, invalide d'abord le Privacy Shield. C'est-à-dire qu'avant, dans le passé, vous pouviez avoir des données hébergées sur un acteur américain qui permettait, grâce au Privacy Shield, de faire en sorte que le simple contrat que vous signez avec lui suffisait, ou à peu près comme ça. Donc, la Cour européenne de justice invalide le Privacy Shield et dit que si vous voulez héberger de la donnée sur un offreur américain, mais ça peut être aussi un offreur d'un autre pays, en particulier les législations qui permettent de faire la même chose que les États-Unis sont celles d'Israël, de la Chine et de la Russie. Donc, si vous hébergez des données sur d'un offreur de ces trois pays, alors il demande, la Cour européenne de justice demande, à ce que soit signé ce qui s'appelle un CCT, donc un contrat qui s'appelle clause contractuelle type, à l'intérieur duquel vous avez, vous, en tant qu'hôpital, l'obligation de vous assurer que les mesures de sécurité additionnelles qui sont prises permettent d'assurer le respect des RGPD. Et donc ça, c'est un changement important, puisque, en fait, cet arrêt qui a été pris en juillet 2020 va faire en sorte que la donnée de santé, qui est donc une donnée personnelle au même titre que d'autres, même si elle est plus sensible que d'autres données personnelles, doit être protégée. Et donc, dès que vous allez faire un contrat avec un acteur qui est, on va dire, l'un des 4 pays que je viens de citer, au minimum, eh bien, vous devez vous assurer que les mesures de sécurité additionnelles prises en tout cas dans le cadre de ce contrat, vous permettent d'être conforme à RGPD. Sinon, vous risquez les sanctions d'RGPD. La CNIL a repris cet arrêt Schrems 2 de juillet en septembre, a mis à jour sa page web, dont vous trouvez tout en bas le lien, et il reprend et confirme le contenu de Schrems 2, clairement. Hein, et il dit, dans un autre document que nous pourrions vous envoyer à la suite pour ceux que ça intéresse, que les données de santé soient protégées de façon à être conformes RGPD.
C'est-à-dire qu'en fait, la CNIL a été consultée dans le cadre de la discussion qui a eu lieu sur le F-Data Hub. Le Conseil d'État a demandé son point de vue à la CNIL. Elle a dit, pour le F-Data Hub, je conseille de ne pas mettre les données sur un système américain. Et elle dit, la CNIL, que d'autres hôpitaux qui ont la même problématique doivent en gros se conformer à l'arrêt Schrems 2. Et le Conseil d'État a rendu le 14 octobre, donc vous voyez que c'est extrêmement récent, à peine un mois, son point de vue sur le F-Data Hub, où en gros elle dit j'applique Schrems 2 et donc à ce titre-là, vous devez, il faut mettre en place des mesures de sécurité additionnelles permettant d'assurer qu'RGPD est respecté. Et donc vous voyez que toute cette nouveauté-là, qui est vraiment extrêmement récente, va impacter beaucoup la façon dont la donnée de santé va être hébergée, en particulier si vous l'hébergez à l'extérieur. Pas tellement si vous l'hébergez chez vous, mais si vous l'hébergez à l'extérieur de chez vous. Alors, au-delà de Schrems 2, si on regarde, si vous êtes un NIS, on ne va pas descendre dans le détail, mais si ça intéresse quelqu'un, on pourra vous donner les slides détaillés. Mais en gros, il y a 5 grosses obligations. Le premier, c'est d'avoir un point de contact. La deuxième, c'est de déclarer ces systèmes d'information essentiels. SIE, ça veut dire ça. Mettre en place des règles de sécurité qui permettent de respecter les règles qui sont définies, déclarer les incidents et contrôler. Rien de très classique, me direz-vous. Sauf qu'au niveau de la règle 3, il est imposé un certain nombre de choses qui sont en fait l'architecture de sécurité. Vous devez avoir une configuration des systèmes qui est restreinte aux besoins des SIE, un filtrage trafic réseau des données qui circulent dans les SIE, une ségrégation des SIE au regard du reste du SI ou des tierces parties, ça c'est quand vous le faites chez vous. Et si vous mettez vos SIE à l'extérieur de votre système d'information, alors vous devez assurer le chiffrement pour protéger la confidentialité, l'authenticité et l'intégrité des données. Ça veut dire qu'une donnée qui est hébergée en dehors de votre système d'information sur un système d'information essentiel, la personne doit être authentifiée, le chiffrement du transport doit être fait, c'est-à-dire un VPN en gros, et par ailleurs, il doit y avoir un chiffrement au repos. Voilà. Et puis, ça rajoute aussi des contraintes sur l'administration de sécurité des systèmes d'information et la maintenance des systèmes de sécurité d'information. Donc, vous voyez que si à un moment donné, vous, en tant qu'hôpital, vous êtes concerné par un de ces aspects-là, vous devez aussi prendre en compte cet aspect-là, les mesures NIS. Voilà. Si vous voulez beaucoup plus de détails, on peut vous envoyer une presse extrêmement détaillée sur le sujet. Merci Gilles. Donc effectivement, nous allons voir comment Rohde & Schwarz s'implique pour pouvoir répondre à ces enjeux, à ces différentes réglementations. Donc le portfolio Rohde & Schwarz Cyber Security est assez vaste. Concernant le secteur de la santé, nous travaillons sur 3 axes majeurs. Donc il s'agit de la sécurisation des applications web avec notre Web Application Firewall on-premise et en mode SaaS. La sécurisation des communications avec du chiffrement des communications de niveau 2 et la sécurisation de la donnée sur les outils collaboratifs type SharePoint, Office 365, ainsi que la sécurisation et l'audit des applications mobiles. En tant que société française faisant partie d'un groupe allemand, nous proposons des solutions qui sont pour la plupart qualifiées, certifiées par l'ANSSI ou en cours de requalification et de recertification près de l'ANSSI. Nous sommes société de confiance par excellence pour tous donc les organismes de santé d'ailleurs qui sont très attachés à cette logique de souveraineté et pour répondre au mieux aux exigences de conformité RGPD, de la directive NIS et se prémunir du Cloud Act. On va rentrer maintenant dans le détail de notre solution WAF. Oui, merci Hélène. Effectivement, le principe du WAF, c'est de répondre rapidement aux défaillances de développement applicatif ou des défaillances d'une démarche DevSecOps, mais aussi de faire perdurer des applications dites anciennes. C'est aussi de répondre à des contraintes réglementaires, notamment dans le cadre d'audit de l'ANSSI, de la CNIL. Donc, le principe du WAF, c'est de vous prémunir du top 10 WASP, donc incluant injection SQL, cross-site scripting, d'empêcher des robots de vous scanner, de scanner les applications web. On propose de l'anti-DDoS, DDoS applicatif. Il faut se pencher sur l'ADN Rohde & Schwarz. Donc, l'ADN Rohde & Schwarz précise bien qu'on allie simplicité à la sécurité, notamment par le biais de notre interface graphique. Vous pouvez voir sur la droite un workflow d'une politique de sécurité. Donc, le principe est de faire un jeu de construction
avec un grand nombre de workflows prédéfinis pour pouvoir émettre en quelques clics, en quelques minutes, une politique de sécurité qui peut aller très loin en termes on va dire de côté sophistiqué. On se base sur un reverse proxy, donc avec une interface graphique comme je l'ai dit, et sur une plateforme unique qui va vous permettre de faire du monitoring, du reporting, la gestion des exceptions qui va vous permettre de présenter un taux de faux positif inférieur à 1%, quelque chose qui est très attendu dans le cadre d'un WAF. On peut aussi avoir un système de blacklist qui est basé sur l'hyper-réputation. Donc, un grand nombre d'adresses IP malveillantes qui sont référencées au nombre de plus de 4 milliards, qui va vous permettre de les coupler à user de réputation, qui va vous permettre, par le biais d'analyse comportementale, de pouvoir émettre un système de scoring dégressif et apporter une réponse proportionnelle au comportement de l'utilisateur. Donc, que ce comportement soit douteux, voire totalement illégitime, malveillant, donc la réponse sera proportionnelle. Donc, qu'il s'agisse d'une réauthentification, qu'il s'agisse d'une mise en quarantaine, le tout est, comme je l'ai précisé, piloté sur une console de management unique. On propose aussi du web SSO qui peut être directement couplé au WAF et qu'on peut directement intégrer à la politique de sécurité sur l'interface graphique. Dans le cadre de la carte professionnelle de santé, une double authentification est très demandée par les centres hospitaliers. Le web SSO est donc apprécié par ces acteurs. Penchons-nous sur l'APHM, donc un de nos clients historiques. Dans le cadre de la mise en conformité GDPR et HAS, on sécurise les applications métiers de l'APHM depuis plusieurs années. Hélène, peux-tu nous parler de notre WAF, mais cette fois-ci en mode SaaS? Oui, bien sûr. Donc, avec Cloud Protector, et puis la solution en mode SaaS de Roland Schwartz, en fin de compte, Roland Schwartz a conçu une solution en mode SaaS qui puisse répondre aux besoins de protection des applications en apportant une grande simplicité d'administration et de mise en œuvre. La solution, elle bénéficie des mêmes moteurs de sécurité éprouvés et qualifiés avec une requalification en cours auprès de l'ANSSI. Et elle bénéficie aussi d'un hébergement chez donc un hébergeur souverain, qui est Telehouse. Voilà, donc ça va permettre de mettre sous protection tout un parc applicatif par une simple redirection DNS. Il faut savoir qu'il faut compter en moyenne 5 minutes par application du coup, pour bénéficier d'une protection contre le top 10 WASP, également contre les IP malveillantes. Il y a également une fonctionnalité intéressante anti-DDoS applicative et réseau et une possibilité également de géolocalisation. On vous propose de choisir entre 3 niveaux de protection prédéfinis et le service de protection s'active à la demande par une simple souscription annuelle pour un nombre d'applications défini qui lui-même peut évoluer dans le temps à la hausse ou à la baisse. Notre support de proximité en France à Montpellier est particulièrement apprécié parce qu'il y a vraiment cette proximité et une grande réactivité des équipes, une très bonne notation à ce niveau-là également. Pour ne prendre qu'un exemple, la solution aujourd'hui est utilisée au sein d'un très grand groupe hospitalier français pour protéger l'essentiel de leur parc applicatif. Donc l'enjeu de cet établissement, c'était véritablement d'avoir une administration minime tout en garantissant en fin de compte une protection maximum contre les attaques top 10 WASP et avec une solution qui soit reconnue par l'ANSSI. Ce que l'on constate, c'est que la solution Cloud Protector arrête chaque jour un nombre de cyberattaques conséquents, de provenance diverses et variées. Et ils nous font part de leurs besoins justement de les accompagner par rapport à des évolutions en termes de cybersécurité. On va parler maintenant de la solution SITLine, de chiffrement de réseau. Oui, merci Hélène. Après donc la couche applicative, penchons-nous sur les couches réseau. Aujourd'hui, vous, établissement de santé, vous avez une démarche de mise en conformité par rapport aux réglementations. Il se trouve que par rapport à la directive Nice, vous devez vous pencher sur l'intégrité des communications entre les bâtiments distants. Dès que vous traversez la voie publique, vous utilisez des réseaux opérateurs, qu'il s'agisse de la fibre noire, du Wi-Fi, du hertzien, du satellite. Pour sécuriser cela, Rohde & Schwartz vous apporte une solution qui va vous permettre de descendre au niveau 2
et ainsi faire passer des paquets volumineux type imagerie médicale, vidéo, téléconsultation, avec des solutions éprouvées, totalement sécurisées et souveraines, car fabriquées en Europe. Les bénéfices sont de pouvoir connecter vos bâtiments en multipoint, en full mesh, sans pouvoir de pouvoir faire transiter votre stratégie réseau sans la modifier, transparent par rapport à votre stratégie, donc réseau et sécurité. Cela implique zéro latence, une solution EU restricted et approuvée par l'ANSSI, certifiée par le BSI, une centralisation de l'administration et une très haute disponibilité. Si on prend le cas d'un hôpital dans le sud de la France, donc aujourd'hui, nous sécurisons par le biais de Citeline ce centre hospitalier, donc avec des contraintes importantes en termes de sécurité des communications. Donc, on a sécurisé les communications entre le data center et les EHPAD rattachés au centre hospitalier. Hélène, peux-tu nous parler de l'audit de conformité RGPD dans le cadre des applications mobiles? Alors, voilà, faisons un focus sur les applications mobiles. Ce que l'on peut voir, c'est que les applications mobiles se développent de plus en plus dans l'écosystème médical, soit pour faciliter la relation des usagers pour les établissements, par exemple comme la CNAM ou les hôpitaux pour faciliter la prise de rendez-vous, les comptes rendus laboratoires, etc. Le point, c'est que bien souvent, ces applications présentent des failles de sécurité qui mettent à mal les organismes de santé vis-à-vis de la conformité RGPD. Et pour permettre de sécuriser ces applications, nous vous proposons en fait une offre d'audit 360 avec notre partenaire Pradeo. La solution va permettre d'auditer les applications mobiles aussi bien en statique et dynamique et de vérifier qu'il n'y a pas des comportements malveillants embarqués dans les librairies que les développeurs intègrent généralement sans même le savoir, sans même avoir connaissance des risques qu'ils comportent. Ensuite, vous bénéficiez donc d'un rapport d'audit complet avec les indicateurs de conformité RGPD. Vous bénéficiez aussi d'une possibilité de remédiation automatique des vulnérabilités et vous pouvez adapter la sécurité suivant votre politique de sécurité, votre PSSI. La mise en œuvre de la solution nécessite un simple accès au code binaire et est disponible on-premise ou aussi bien en mode SaaS. Et il est possible d'obtenir un rapport en quelques minutes, un rapport très détaillé en un simple clic en quelques minutes. Voilà. D'ailleurs, à ce titre, un grand groupe pharmaceutique a fait le choix d'intégrer l'offre Pradeo de façon industrialisée dans son processus de validation de conformité des applications mobiles. Voilà, de manière à donner une parfaite visibilité justement sur ce processus de conformité RGPD. On va parler maintenant de la solution de Trustigate. Gilles, oui, présenter. Donc en fait, cette solution permet d'aller sécuriser de la donnée non structurée. Ça veut dire concrètement des documents ou des emails. En gros, tout ce qui n'est pas une donnée dans une base de données. Sur la donnée non structurée, ce qui peut être protégé est très large. Donc, on va d'abord commencer par les aspects Microsoft 365, en particulier la sécurisation de tout ce qui est Office 365, qui est généralement une solution extrêmement plébiscitée. Et cette solution, on parle aujourd'hui de Teams, des outils Microsoft 365 ou de SharePoint. Donc ça, c'est un gros pan qu'on va expliquer un peu plus en détail après. Vous pouvez aussi chiffrer de la donnée qui est échangée avec des partenaires. Vous pouvez décider d'avoir des données en mode diode, c'est-à-dire une partie de données sont dans un endroit et vous les séparez physiquement du reste des autres données. Vous pouvez faire un contrôle des mails, des accès sur les téléphones mobiles. Et puis après, vous avez d'autres solutions encore, par exemple pour OneDrive. Vous pouvez aussi décider, il y a une solution qui est particulièrement adaptée pour les hôpitaux, pour chiffrer de la donnée, en particulier la donnée personnelle, c'est ce qu'on appelle la localization. Donc c'est quoi? C'est en fait, vous avez un segment central, une VM centrale, imaginons une session centrale qui est hébergée sur votre GHT, et vous en mettez et vous créez une instance différente pour chacun des hôpitaux, sachant que chacun des hôpitaux ne voit pas les autres données des autres hôpitaux, parce que vous avez décidé que c'est comme ça que ça doit être fait.
Et par contre, en attendant, vous n'en gérez qu'une session, quoi. Ce qui fait que ça permet de gagner pas mal de temps d'administration. Donc ça, c'est une façon d'optimiser son temps. Donc vous voyez, il y a plusieurs solutions qui permettent d'aller protéger de la donnée non structurée. Donc si on va un peu plus dans le détail, l'avantage aujourd'hui, dans le cadre notamment des réglementations qui ont été présentées, c'est de pouvoir mettre une donnée de santé sur des acteurs, notamment dans le cloud, tout en étant conforme à RGPD et donc aux arrêts Schrems 2 et compagnie. Et donc pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez, pour pouvoir avoir ce niveau de sécurité et de compliance, gérer vous-même vos clés. Donc, en gros, il faut avoir mis en place un HSM. Et puis, de l'autre côté, vous allez chiffrer la donnée avec notre solution qui va permettre de faire en sorte que la donnée non structurée va être non décryptable par le service Microsoft, puisqu'ils n'ont pas les clés. Et en plus, il sera protégé contre ce qu'on appelle le service. C'est-à-dire que chaque fois que vous appelez un document en mémoire, il monte dans la mémoire et en réalité, il peut être lu par le service, c'est-à-dire par Microsoft. Sauf que le service est capable, lui, de faire un appel, non pas à un document comme vous le feriez manuellement, mais il peut automatiser le sujet et demander tous les documents au fur et à mesure, en les faisant monter en mémoire au fur et à mesure, à grande vitesse d'ailleurs, et enregistrer les données sensibles, vous rendant de fait non compliant. Si par contre vous mettez en place une solution qui combine un HSM et qui combine un chiffrement tel que le nôtre, alors vous êtes sûr que votre donnée de santé sera conforme à RGPD. C'est ce que dans la littérature Microsoft, ça s'appelle All du Run Key. Et l'avantage de notre solution par rapport à ce que pourrait proposer Microsoft, c'est que nous allons garder la capacité d'indexation, donc à rechercher les documents, et nous allons garder aussi la capacité à garder les métadonnées et donc à faire fonctionner tous vos workflows ou la classification des données. Et donc ça, c'est un point important. Donc cette solution permet aujourd'hui, si vous voulez, d'avoir finalement de vous projeter sur des solutions Office 365 de manière sécurisée et conforme à la législation dont vous voyez qu'elle est en train de se mettre en place et qu'elle précise sa doctrine de manière assez forte, c'est moi qu'on puisse dire. Parce que là, entre l'arrêt Schrems 2 et l'arrêt du Conseil d'État et surtout les recommandations de la CNIL qui ont été émises en septembre, vous pouvez d'ailleurs retrouver ces documentations dans des documents qu'on peut mettre à votre disposition. Alors, soit la note intégrale, elle fait quand même 15 pages, soit une version synthétisée qui a été synthétisée par un cabinet de sécurité qui s'appelle Idéologisme et donc qui nous a autorisé à diffuser son document. Ce n'est pas nous qui l'avons écrit, pour le coup. Quant à la note de la CNIL, évidemment, ce n'est pas nous qui l'avons écrit. Donc, ça, c'est le premier point. Le second point derrière, prochain slide, c'est le fait de pouvoir, en fait, maîtriser là où se trouve votre donnée. Quand vous mettez de la donnée sur le cloud, l'un des coûts qui est caché, qui peut être assez important, c'est la quantité de stockage, en particulier dans les solutions américaines. C'est-à-dire que quand vous allez mettre, imaginons, 2 terabytes de données sur un stockage, ça va finir par vous coûter très cher. Vous pouvez donc décider d'avoir cette donnée mise sur le cloud, mais la donnée physique pas être par exemple sur Microsoft, mais être soit chez vous, soit partagée de manière fragmentée sur des clouds publics ou même des solutions genre Clarinet, où vous avez pris du IaaS ailleurs, quoi. Donc vous pouvez avoir très bien la donnée qui nominalement apparaît dans Microsoft, mais elle est physiquement stockée en partie chez vous et en partie ailleurs parce que ça vous coûte moins cher, ou totalement stockée ailleurs parce que ça vous coûte moins cher. Donc c'est une façon aussi, cette solution, de faire des optimisations de coûts sur le stockage de la donnée. Et puis enfin, vous pouvez le déployer de manière extrêmement flexible, c'est-à-dire vous avez tous les modes possibles qui existent, du mode reverse proxy au mode add-in, au mode par API. Donc ça va dépendre de votre configuration technique qui va s'appliquer. Donc là, on a pris un cas qui est en fait un cas d'une société dans le secteur de la technologie, mais qui en fait utilise justement ce que j'ai expliqué sur la localisation. C'est-à-dire, ils ont une session centrale. Cette session centrale a plusieurs instances par pays. Bon, là, pour le coup, c'est par pays, parce qu'ils ont la donnée sensible par pays. Et ce que voit un pays, l'autre pays ne le voit pas. Donc là, si on duplique ça au niveau d'un hôpital, c'est ce que le GHT gère la session centrale, a des sessions par hôpitaux, imaginons par établissement, si je suis un EHPAD, si je suis une chaîne d'EHPAD, imaginons,
j'ai une session centrale et puis j'ai des sessions par établissement. Et les établissements A ne peut pas voir ce que voit l'établissement B. Enfin, l'établissement A ne peut pas voir ce qu'a l'établissement B, qui ne peut pas voir ce qu'a l'établissement C, etc. Et donc ça, c'est une solution qui permet d'avoir une centralisation technique d'un document chiffré. Ça vous rend conforme RGPD et par ailleurs, ça limite le coût aussi. Donc ça, c'est déployé, c'est en production et ça fonctionne. Merci Gilles. Donc, nous allons passer du coup aux questions. À savoir qu'on est à votre disposition. L'idée, c'est de pouvoir répondre aux différentes questions qui nous sont remontées. Alors, on en a une première. Bonjour, comment savoir si l'établissement est éligible NIS? Alors là, c'est très simple. L'ANSSI se charge de vous le dire. Donc, l'ANSSI vous contacte et vous dit vous êtes concerné par NIS ou pas. Donc, c'est assez simple. Et donc, à ce stade, dans ce que moi j'en sais, dans la première vague, il y avait 50 établissements, donc 50 GHT qui avaient eu cet insigne honneur de rentrer dans la directive NIS. Donc, en quoi le Next Gen Firewall ne remplit pas les fonctions du WAF? Alors, ça, c'est une question effectivement qu'on rencontre beaucoup sur les acteurs tels que les centres hospitaliers, les CHU. Effectivement, le Next Gen Firewall va analyser les applications. Il va les autoriser et bloquer certaines actions. On peut parler de protection applicative au sens usage des applications grand public. Nous, notre métier chez Rohde & Schwarz Cybersecurity, c'est vraiment d'identifier, de contrôler et d'empêcher l'exploitation des vulnérabilités du code dans les applications web, mais aussi dans les web services et les API. Merci Anthony. On a une autre question. Avez-vous un exemple d'attaque auquel nous sommes exposés que le WAF peut empêcher? Oui, alors il y en a plusieurs. Une des plus communes qui est présente dans le top 10 OWASP, c'est l'injection de commandes, l'injection de fichiers malveillants sur l'application. On peut parler de defacing aussi, qui peut mener à du defacing. Le WAF, effectivement, va vous prémunir de ce type d'attaque. Et ce type d'attaque, en fait, a mené à beaucoup de défacements dernièrement, depuis le mois d'octobre. On l'a constaté sur beaucoup de sites, notamment institutionnels, des centres hospitaliers, mais aussi des sites de résultats de laboratoire, donc qui ont mené à une indisponibilité de ces résultats de laboratoire. Donc, en contexte de crise sanitaire Covid, effectivement, il y a eu un impact majeur. Merci. Quels sont les critères de choix du WAF entre le on-premise et le cloud? Oui, alors par rapport à ça, on peut dire que s'il est important, par exemple, de conserver la solution hébergée dans vos infrastructures, dans ce cas-là, bien entendu, il faut s'orienter plutôt vers la solution on-premise. De la même manière, si la notion de personnalisation et de configuration par rapport à vos politiques de sécurité se doit d'être très fine, à ce moment-là, bien entendu, également, il faut plutôt s'orienter vers le on-premise. Également, si donc vous avez la possibilité de dédier une charge soit-elle minimum d'administration, donc pour gérer les éventuelles migrations donc de la solution. Alors à ce moment-là, effectivement, dans ces trois cas-là, on va plutôt s'orienter vers le on-premise. Si au contraire, l'idée, c'est de pouvoir bénéficier des avantages du SaaS, c'est-à-dire de ne pas avoir de migration à réaliser avec une adaptation et configuration relativement peu importante, et vraiment le fait de ne pas pouvoir dédier de ressources, alors à ce moment-là, on va plutôt s'orienter vers la solution en mode SaaS Cloud Protector, qui dans ce cas de figure va permettre une rapide mise sous protection intéressante des applications. Voilà une dernière question avant de conclure. En quoi votre solution pour sécuriser Office 365 se différencie-t-elle de celle de Microsoft? Alors, c'est relativement simple. Microsoft propose pas mal d'outils de sécurité, mais qui dépendent de la version que vous avez d'Office. Donc, vous avez en gros 5 versions, F1, F3 qui ont changé de nom récemment, et vous avez E1, E3, E5. Vous n'avez pas de sécurité sur F1, F3, E1. Vous avez un peu de sécurité
Donc, vous avez de l'AIP en particulier, qui permet d'aller chiffrer de la donnée sur E3. Et si vous voulez pouvoir utiliser de l'AIP en particulier avec de l'HSM, c'est-à-dire des clés que vous possédez pour éviter que vos données soient lues, il faut monter vers E5. Donc, évidemment, les coûts s'en ressentent. Il n'y a pas que ça dans E5, il y a d'autres produits, évidemment. Mais il faut monter vers E5. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, Microsoft propose un premier niveau de sécurité qui est un chiffrement de surface. Pour autant, ça ne protège pas votre donnée si elle est sensible, en particulier de santé, parce que il peut lire tout ce qui est dedans. Deuxième cas de figure, vous pouvez prendre une clé Microsoft, donc Azure Vault Key, et la chiffrer avec un outil Microsoft, AIP, et auquel cas, la clé est chez Microsoft et le chiffrement est chez Microsoft, donc votre donnée n'est pas sécurisée. En tout cas, pour les données de santé. D'autres données peuvent très bien marcher avec ça, si ce n'est pas de la donnée de santé, en tout cas, ou pas de la donnée personnelle. Troisième cas de figure, on passe à un modèle plus robuste, qui est ce qu'ils appellent Hold Your Own Key, qui va de maintenant s'appeler DKE, Double Key Encryption, qui dit en fait, j'utilise un HSM qui est chez vous, qui se duplique sur l'Azure Vault Key, d'où Double Key Encryption, et ils utilisent AIP. L'intérêt de cette solution, c'est que ça rend illisible la donnée, la limite de cette solution, donc ça vous permet d'être conforme à RGPD concrètement, mais par contre, la limite de cette solution, c'est que vous n'êtes plus capable de rechercher un document et vous n'êtes pas capable non plus d'utiliser les métadonnées pour soit classifier le document derrière, s'il n'a pas été classifié initialement, et deuxièmement, ça ne vous permet pas non plus d'utiliser ce document dans le cadre de workflow que vous pourriez avoir au sein de SharePoint, de Teams, dans lequel vous avez mis en place un certain nombre de workflows qui permettent de faire cela. Dans le cas de nos solutions, la différence, c'est qu'on garde, on a le même niveau de sécurité, comme on l'a expliqué, mais par ailleurs, on garde l'indexation qui permet de faire les recherches sur les documents, et par ailleurs, on garde les métadonnées qui permettent de faire fonctionner l'ensemble des workflows. Donc voilà comment on se différencie de ce que propose Microsoft et en quoi on est complémentaire finalement de ce que propose Microsoft. Merci Gilles. Merci à tous de votre participation pour ce webinaire. Vous avez 2 documents qui sont disponibles dans la case documents que vous pouvez télécharger, les documents dont on a parlé pendant ce webinaire. Merci Gilles, Hélène et Anthony pour votre participation à ce webinaire. Merci à tous de votre assistance et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous envoyer un email. Merci, au revoir. Merci, au revoir.